La problématique de l'emploi, c'est une question qui se pose avec acuité au Gabon. D'ailleurs, en 2015, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait instruit les membres du gouvernement pour que cette problématique trouve des solutions immédiates. C'est la question que nous nous poserons, celle liée à la problématique de l'emploi illégal au Gabon, dans quelques instants seulement. Mais pour m'accompagner, nous avons dans ce plateau également Uriel Abaga de notre rédaction. Uriel, bonjour. Bonjour, Afson. Et merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Dans quelques instants, nous aurons, avec notre invité, à aborder ces différentes questions, l'émission Décryptage. C'est dans une poignée de secondes. Nous recevons le ministre du Travail en la personne d'Arnold Calix Eganji Alonji. Vous êtes ministre du Travail. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Bonjour à vous. Avec vous, on aborde cette question liée à la problématique de l'emploi illégal au Gabon. On sait que les plus hautes autorités, notamment le chef de l'État, s'étaient engagés pour que des solutions soient apportées. D'ailleurs, avec l'existence de l'ONE depuis de nombreuses années au Gabon, cette organisation, peut-on, d'entre deux jeux, se permettre de penser ou de croire que cet organisme trouve des solutions en ce qui concerne l'emploi au Gabon? Écoutez, l'Office national de l'emploi travaille en étroite synergie avec d'autres entités du ministère. Donc, ce serait dangereux de leur affecter à eux seuls la responsabilité de trouver des solutions. Mais pour ce qui est des missions qui leur sont confiées, je pense que depuis quelque temps, les Gabonais et les demandeurs d'emploi ont pu remarquer un regain de dynamisme au sein de l'Office national de l'emploi, une plus grande visibilité, une plus grande présence sur le terrain. Et c'est essentiellement dû au fait qu'on a su, en montant en tant que directeur général de la JOC, accompagner l'ONE, tant avec un appui administratif qu'un appui aussi sur la base de soutien en termes de création de bases de données et ainsi de suite. Même s'il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis à la lumière du jour. D'ailleurs, Uriel Abaga peut en témoigner. Oui, Monsieur le ministre, une nouvelle fois, bonsoir. Dans votre circulaire qui a fait l'objet de votre conférence de presse samedi dernier, vous avez fait de l'ONE, vous rappelez que l'ONE, l'Office national de l'emploi, est l'organisme de gestion de l'emploi au Gabon. Vu la configuration actuelle et vu les liens que vous venez d'évoquer avec des instances du ministère du Travail, est-ce que vous pensez que c'est la formule appropriée pour donner de l'emploi aux Gabonais, étant donné que les taux de chômage restent toujours quand même assez élevés? Je pense que le problème est que les gens justement n'utilisent pas l'Office national de l'emploi dans la plénitude de ses missions. Les lois que nous citons datent des années 77, des années bien avant que nous ne soyons, nous, aujourd'hui, en train de discuter de ces questions. Et ce que le législateur avait anticipé à cette époque, c'était que, vu le développement du pays et la partie des infrastructures, il allait être difficile pour un demandeur d'emploi qui se trouve à Makokou, à Okonja ou à Mouila de toujours pouvoir répondre de façon diligente aux offres d'emploi qui sont disponibles dans la capitale. Donc, pour régler cette situation, ce que le législateur avait prévu, c'était de permettre à ce que les demandeurs d'emploi puissent être recensés dans les centres où le ministère du Travail aurait des démembrements, de façon à ce que les employeurs, eux, se déplacent. Savoir lorsque Shell, Total, Perenco ou SNBG veulent recruter des gens, il était question pour eux de lancer des campagnes. Et puis dans chaque capitale où on avait un démembrement de l'Office national de l'emploi, aller pour faire passer les entretiens, les tests d'embauche sur place. Ça permet d'avoir un ratissage un peu plus large de demandeurs d'emploi qui ne sont pas nécessairement concentrés sur la capitale. L'une des circulaires signées de votre main parle essentiellement des autorisations d'emploi et des renouvellements d'autorisations d'emploi. Et là intervient l'attestation de carence que doit pourvoir l'Office national de l'emploi. C'est un nouveau dispositif ou bien c'est un document qui existe depuis des années? Non, ce sont les mêmes textes, les 663 et 277. Lorsque vous regardez vraiment dans les années 70 que ces textes ont été pris, lorsque vous regardez ce qui est dit, ce n'est pas un refus de la main-d'œuvre étrangère, c'est plutôt dire que lorsque vous allez avoir besoin d'une ressource, il faut d'abord que vous puissiez faire la démonstration que vous avez cherché de façon suffisamment proactive
à trouver des ressources locales. Et si vous n'en trouvez pas, à ce moment, on vous ouvre la voie pour le recrutement d'un travailleur étranger. D'où l'attestation de carence. Ce que l'attestation de carence dit, c'est que pour chaque emploi que vous avez disponible dans votre société, vous devez passer par l'Office national de l'emploi, qui lui est tenu de publier cette offre pendant 6 semaines. Et donc, pendant ces 6 semaines, l'ONE recense les retours, les demandes faites par les demandeurs d'emploi, les chômeurs. Et une fois qu'ils ont fait ce recensement, ils vous diront, voilà le profil que vous avez recherché. Nous avons une dizaine, une vingtaine, une trentaine de profils de nationaux qui répondent aux critères qui étaient les vôtres. Et c'est à ce moment qu'on vous dit, on ne peut pas vous délivrer d'attestation de carence parce que nous vous avons fait la démonstration qu'au niveau national, nous avons les ressources disponibles pour ce métier-là ou pour cet emploi. Mais restons sur la question liée à l'ONE. Monsieur le ministre, on a quand même constaté qu'en regardant sur l'ensemble du territoire national, des grandes entreprises se sont souvent contentées d'employer des personnes parfois au noir, permettez l'expression, sans passer par l'ONE, sans passer par les administrations qui se chargeaient de ces questions-là, telles que les recrutements. Finalement, est-ce à dire qu'il y a eu un manque d'encadrement, une sorte d'inefficacité, par exemple de l'ONE depuis ces nombreuses années, et qu'aujourd'hui il faudrait peut-être recadrer? Pas forcément. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est pour ça que nous faisons le recensement, c'est essayer de comprendre. Il est facile pour nous de tirer des conclusions ou de tirer des parallèles entre les comportements et tout de suite jeter la pierre en disant c'est des employeurs voyous qui veulent juste se soustraire à la loi. Notre objectif est plus simple, c'est vraiment de dire pourquoi est-ce que ça arrive. Et le peu de retours que nous avons indique clairement que c'est souvent parce que les dispositions légales et réglementaires sont tellement contraignantes que l'employeur, même qui aurait aimé se rapprocher de l'Office national de l'emploi, lorsqu'il regarde la batterie de choses que l'on lui demande pour pouvoir régler son problème, à un moment ou à un autre, ça devient beaucoup trop lourd pour eux. Un exemple simple, lorsque vous devez recruter un travailleur étranger, ce que la loi vous dit, c'est que vous devez en même temps recruter son homologue. Ça veut dire que si vous êtes présentateur expatrié, il vous faut un deuxième présentateur gabonais que vous allez former. Mais pour Gabon 24, ou pour Gabon Télé ou pour RTN, avoir 2 salariés pour le même poste devient une charge peut-être trop lourde à porter. C'est pour ça que nous regardons en disant, il y a peut-être là des voies pour des assouplissements, en disant, ok, en lieu et place de l'homologue, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? C'est de la formation professionnelle, ce sont des stages à longue durée pour les étudiants qui ont bouclé leurs études et cherchent à avoir une première expérience en entreprise. C'est ça que nous regardons en disant comment est-ce qu'on fait pour alléger, assouplir et rendre plus fluide le processus de façon à justement ne plus avoir ces employeurs qui passent au travers de la loi. Monsieur le ministre, vous venez d'utiliser des vocables qui prêtent à confusion, qui prêtent certaines personnes à confusion depuis quelques jours, notamment depuis votre dernière conférence de presse. Donc, vous avez fixé 15 jours aux employeurs pour déposer au ministère du Travail les dossiers des travailleurs étrangers. Ils doivent s'adjoindre d'un homologue gabonais. Je vais le dire ainsi en français facile pour le Gabonais lambda qui n'a peut-être pas le niveau de compréhension qui est le vôtre. Qu'est-ce que l'homologue gabonais qui doit être adjoint Ce que nous leur avons demandé, c'est plutôt de dire, nous vous avons délivré une autorisation d'emploi, oui. Et cette autorisation d'emploi demande, souvent dans les autorisations, on vous dit, pour ce poste, vous êtes autorisé à recruter cette personne, mais vous devez avoir un homologue. Ça veut dire que si vous recrutez un ingénieur, on vous demande de recruter un deuxième ingénieur, gabonais cette fois, pour que cet expatrié lui fasse un transfert de compétences. Une PME qui est en train de se lancer et à qui vous exigez, pour avoir une expertise dont elle a besoin, d'avoir 2 salariés pour chacun des postes pour lesquels elle a besoin d'une expertise déjà assez coûteuse, risque de vous dire ça ne tiendra plus avec mon modèle économique. Justement, quels sont les mécanismes C'est ce que je vous disais à quelques instants, c'est que le mécanisme, c'est de dire, ok, peut-être que cette contrainte-là est trop lourde pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent de l'expertise. Sortons de là, sortons du cadre de l'homologue en disant, nous vous avons demandé un homologue, il est évident que ça va être beaucoup trop lourd pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner la formation professionnelle? Est-ce que votre entreprise peut servir de centre d'examen parce que vous avez le plateau technique? Est-ce que vous pouvez accompagner via des bourses pour des jeunes en formation continue? Est-ce que vous pouvez accompagner via des stages d'1 an à 2 ans pour que les jeunes qui sont diplômés puissent acquérir de l'expérience et donc être
plus employables demain. Voilà les mesures d'assouplissement que nous essayons de mettre en place. Mais avant de mettre ces mesures en place, il nous faut faire un recensement. Nous n'allons pas juste décider que pour un secteur ou un autre, nous allons apporter telle politique, c'est plutôt dire, nous allons regarder de façon sectorielle. Les problématiques et les tendances peuvent être différentes d'un secteur à l'autre. Le pharmacien, le snack bar, la boîte de nuit n'auront pas les mêmes problématiques en matière d'emploi de travailleurs étrangers. Mais là, vous parlez d'un recensement, encore qu'à Libreville, par exemple, ou dans les capitales provinciales, c'est assez facile, mais en zone rurale, il y a des entreprises, des PME qui sont parfois installées, mais s'il n'y a personne pour aller vers ces entreprises-là, pour qu'elles se fassent enregistrer, pour qu'elles subissent, peut-être pas subir, mais pour qu'elles rentrent également dans le mécanisme d'enrôlement qui est mis en place, comment pourriez-vous faire pour y parvenir, puisqu'on sait qu'il y a toujours des comportements peut-être qualifiés de véreux? Oui, mais il faut regarder, je disais tout à l'heure sur un autre plateau qu'il s'agit ici, c'est vraiment une question de segmentation. Si on considère ça comme un marché, c'est vraiment une question de comment vous pénétrez votre marché. Ici, nous n'allons pas avoir la prétention de couvrir l'entièreté du territoire dans les 30 prochains jours. Ce que nous disons, c'est qu'il faut bien commencer quelque part. On va commencer par Libreville, et ce ne sera pas la capitale tout entière. On va commencer par des zones définies, peut-être un quartier, peut-être 2 quartiers, peut-être un arrondissement, en disant dans cet arrondissement, on va recenser les entreprises ou les PME qui opèrent dans tel secteur d'activité. Ensuite, on fait le recensement, on regarde s'ils ont des postes vacants pour lesquels ils n'arrivent pas à trouver de compétences. On regarde s'ils ont des postes pour lesquels ils ont eu recours à des travailleurs étrangers et on regarde comment on fait pour occuper les postes vacants ou à terme remplacer ces travailleurs étrangers via la formation professionnelle et ainsi de suite. Sinon, on risque de se disperser et de ne pas pouvoir sortir les tendances par secteur d'activité et par type d'entreprise. Il faut donc se rendre à l'ONE pour déposer la demande d'autorisation d'emploi ou de renouvellement d'autorisation d'emploi. Mais je vais me permettre de... L'ONE ne regarde que la carence. La carence. Donc ensuite, la Direction générale du travail regarde l'autorisation d'emploi. Je vais paraphraser l'un des passages de votre circulaire. Les demandes de renouvellement d'autorisation d'emploi des étrangers ayant séjourné au Gabon depuis au moins 4 ans ne seront pas renouvelées. N'est-ce pas discriminatoire envers ces personnes qui sont quand même installées au Gabon depuis un certain nombre de temps? La loi dit, lorsque vous êtes travailleur étranger et que vous êtes sur le territoire, votre mission première, c'est de faire un transfert de compétences. Et donc, nous estimons qu'à un moment ou à un autre, 4 ans, c'est le temps pour passer un diplôme d'ingénieur. Donc, sauf à être, je vais dire, insultant vis-à-vis de nos compatriotes et de nos jeunes diplômés, nous sommes convaincus que 4 ans semble la bonne période pour faire un transfert de compétences, en disant, si nous sommes 2 ingénieurs en électroméca, vous êtes expert, moi je suis jeune diplômé, s'il me faut 4 ans pour comprendre la pratique alors que j'ai déjà 4 ans ou 5 ans d'études universitaires, on arrive quand même là dans des élargissements qui sont à la limite insultants pour nos jeunes compatriotes. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'emploi, de dire, au-delà de 4 ans, la personne doit nous faire la démonstration que pendant ces 4 années sur le territoire, elle a bien coaché, elle a bien essayé de transmettre. Et si elle n'a pas pu transmettre, pourquoi? Ce n'est que lorsqu'on aura eu le pourquoi. Et si ce pourquoi est légitime, on va regarder. Ce sont là les cas particuliers. C'est de pouvoir nous faire la démonstration que si le transfert de compétences n'a pas eu lieu, ce n'est pas parce que vous n'avez pas essayé. C'est peut-être parce que la formation n'était pas au rendez-vous ou les délais de transfert de compétences sont beaucoup plus longs que 4 ans. Et à ce moment, on regardera et on accompagnera. Le but vraiment de ce recensement n'est pas d'aller dans la répression. Nous voulons accompagner, nous voulons comprendre, nous voulons tirer les grandes tendances et ensuite adapter le cadre législatif et réglementaire pour faciliter l'accès des travailleurs étrangers au marché de l'emploi au niveau national, mais également l'accès des nationaux avec cette notion de lorsqu'il y a une ressource locale disponible et qualifiée, il n'y a pas de raison qu'on aille chercher ailleurs. Et donc l'autorisation d'emploi ne lui est pas renouvelée dans l'entreprise dans laquelle il travaillait ou juste elle n'est pas renouvelée sur tout l'ensemble du territoire national, dans tous les secteurs? Non, ce que nous disons, c'est que si vous êtes là pour transmettre des compétences, vous devez nous faire la démonstration que vous avez déployé les moyens nécessaires pour transmettre ces compétences. Et 4 ans, c'est un diplôme d'ingénieur. Donc, si vous avez déjà fait 4-5 années d'études et qu'on nous dise qu'il vous faut encore 4 ans pour apprendre à faire le travail au quotidien, ça peut devenir un tantinet gênant.
Alors, est-ce que cette réforme ne nous emmène finalement pas à l'épineuse question liée à l'inadéquation formation-emploi tout de même parce que le transfert de compétences implique aussi que les personnes soient qualifiées en la matière et pour les domaines spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la question liée à l'inadéquation formation-emploi ne rentre pas également dans le cadre de cette réforme? Il ne s'agit que de ça. Lorsque le chef de l'État et le Premier ministre ont composé ce ministère, vous voyez bien qu'on parle du ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et la jeunesse. Ces 4 pans sont intimement liés parce qu'ils sont dans le prolongement les uns des autres. C'est pour ça, vous voyez, que lorsqu'on a fait le recensement, je répète, nous cherchons les tendances. Le recensement vise à tirer les grands ensembles en disant voilà les métiers pour lesquels on a recours à de la main-d'œuvre étrangère. Ils sont 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Ça nous permet justement d'orienter les formations professionnelles en disant il ne sert à rien de former nos étudiants dans la mécanique parce que nous en avons suffisamment. Par contre, dans l'électro, dans l'électronique, dans l'instrumentation, on a besoin de ressources. C'est ce recensement qui nous permettra d'orienter les programmes de formation professionnelle. C'est ce recensement qui nous permettra d'identifier les entreprises qui ont les mêmes besoins et donc de les associer dans les centres de formation en disant vous avez tous les mêmes besoins dans tel type de formation. Voici le centre de formation qui donne ces formations. Est-ce que cela vous intéresse de participer à la gestion du centre de formation pour permettre que vous, étant acteur désormais de la formation, soyez au plus près de la définition des curricula et donc de permettre que l'adéquation soit aussi précise que vos besoins. En parlant de centres de formation, il y a celui d'Akanda qui est encore en construction, il y a ceux de Tchengue, il y a ceux de Vengue dont on ne connaît pas réellement l'état d'avancement des travaux. Et il y a depuis quelques jours le CFP de Basile Ondimba où les étudiants sont en grève parce qu'ils n'ont pas été, leurs bourses de leur n'ont pas été versées. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce que le ministre que vous êtes a à dire sur cette question de formation professionnelle-là? Sur le centre d'Akanda, est achevé. Il est prêt à l'ouverture. Ce que nous avons demandé, c'est une réunion avec les professionnels des 11 filières qui vont être disponibles dans ce centre, justement pour leur dire, voilà les 11 filières que nous avons ici. Est-ce que vous êtes intéressés à nous accompagner dans la gestion du centre ? Pour nous assurer que ce centre est vraiment une gestion style privé dans le cadre d'un partenariat public-privé avec les professionnels du métier. Comme ça, lorsque eux, par exemple, je prends les grumiers, les chauffeurs de grumiers, lorsque vous avez un chauffeur de grumier qui est un expatrié, ce que nous disons, c'est que plutôt que de vous demander de recruter un deuxième chauffeur, alors que vous n'avez pas de camion à lui confier, utilisez cette ressource-là pour recruter 5 étudiants que vous allez sponsoriser, à qui vous allez donner une bourse d'études dans le centre d'Akanda. Et lorsque, à la fin de leur formation, l'un d'eux a réussi, et comme vous avez été au cœur de la définition des programmes de formation, vous pouvez faire un remplacement numérique. En ce qui concerne Basile Ondimba, ce sont des stagiaires à qui j'ai eu la chance de parler 2 ou 3 fois déjà, et je pense que c'est peut-être leur faire insulte que de dire que leur grève est essentiellement liée au paiement de bourse. Ils ont des problèmes beaucoup plus profonds qu'ils nous ont exposés et j'aimerais bien qu'on les sorte de cette revendication où ils font ce qu'ils font juste parce qu'ils n'ont pas eu leur bourse. Cela fait 2 ans qu'ils essayent, chacun avec ses moyens, de boucler ses études et ils arrivent en fin de cycle où ils n'ont pas de matière d'œuvre, donc tout ce qui est appareillage, tout ce qui est outillage pour pouvoir passer les examens et ce sont des problèmes réels qu'ils nous ont posés. Donc, j'ai pu avoir une discussion avec, par exemple, l'administrateur directeur général de la zone Dunkerque et nous sommes en train de finaliser un partenariat qui dirait que plutôt que de passer les examens à ces jeunes à Basile Ondimba où ils n'ont pas le plateau technique, les entreprises de la zone économique Dunkerque vont nous permettre d'aller in situ avec les élèves pendant les périodes d'examen pour que les examens se passent vraiment dans un environnement professionnel réel. Et donc, pendant les 30 jours qui restent avant l'examen, ils auront la possibilité, en même temps qu'ils font leur révision, d'avoir des interactions avec des professionnels et donc de mieux préparer leurs examens avec à la fois le plateau technique et l'accompagnement par des professionnels. Donc ce sont vraiment ces approches beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus pratiques sur le terrain que nous essayons de mettre en place plutôt que rester dans les grandes théories. C'est vraiment dire, ok, Basile Ondimba n'a pas de plateau technique, mais Basile Ondimba forme dans des métiers. Allons voir ces sociétés et utilisons leur arsenal
en guise de plateau technique et vice-versa. Alors, puisque la problématique de l'emploi illégal au Gabon reste d'actualité, vous me permettrez de refermer cette parenthèse que nous avons ouverte. Mais en même temps, aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme, est-ce que cela pourra ramener au rabais total le taux de chômage aujourd'hui au niveau du Gabon? Là encore, je ne vais pas m'avancer sur ramener à zéro le taux de chômage ou pas, mais c'est de dire que demain, le programme que nous mettons en place est tellement ambitieux que si au sortir de là, d'ici 12 mois, vous avez encore ces barrières entre les demandeurs et les emplois, ce sera vraiment parce qu'on aura échoué. Et notre objectif ici est de dire, lorsqu'on regarde la main-d'œuvre étrangère, ce n'est pas en corrélation forcément avec le chômage, mais c'est surtout pour dire que lorsque nous avons nos jeunes frères, vous savez qu'il y a certains secteurs d'activité qui n'ont pas beaucoup d'attrait pour les nationaux. Donc ici, c'est recenser et leur dire, voilà, vous voulez être formé dans tel domaine, nous avons 50 000 travailleurs étrangers dans tel autre domaine. Voilà des niches pour lesquelles vous savez que si vous entrez dans un cycle de formation de 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, vous pouvez tout de suite trouver du travail. Donc oui, nous avons la ferme conviction qu'une approche comme ça, pratique et pragmatique sur le terrain, devrait résorber de façon radicale le taux de chômage chez les jeunes, mais également le fait que l'approche qui dit que lorsque vous recrutez des travailleurs étrangers, plutôt que de vous adjoindre systématiquement des homologues, vous offrez à 4, 5, 6, 10 jeunes la possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle dans votre entreprise, permettra également que la barrière de l'expérience professionnelle, la barrière du stage pour lequel nos frères et sœurs sont souvent amenés à supplier, à demander des stages non rémunérés, soit levée. Et une fois qu'on a levé la barrière de l'expérience professionnelle, ils ont un diplôme dans une filière qui a été clairement identifiée en fonction des besoins, et ils ont 1 an, 2 ans d'expérience professionnelle. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que, 1, ils ne sont pas bien formés, et 2, ils ne sont pas prêts à travailler. Encore que nous évoquerons également dans quelques instants le sort également de cette main-d'œuvre étrangère avec ce mécanisme qui est mis en place. Merci de rester avec nous, Monsieur le Ministre. Nous retrouvons dans quelques instants seulement.